Bonsoir à tous et bonjour si vous nous regardez depuis San Francisco. Il est 22h sur Watch TV, c'est l'heure de Gentech comme toutes les semaines. Gentech le retour, c'est la première de 2014. Je salue d'abord mon complice Pierrick Fay. Salut Pierrick. Salut Benjamin. Comment ça va? Est-ce que ton micro est ouvert, Pierrick? Normalement, il est ouvert. Ah oui, ça y est, je crois. Il n'est pas resté à l'heure de Las Vegas. Non, je ne pense pas. Tu n'as pas pris trop de couleurs, toi. On sent que tu as passé du temps près des machines à sous. Hein. Oh, moi, je ne pourrais pas dire que j'étais à la plage, tu vois. Voilà, c'est clair. Effectivement, retour du CES. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure du CES, puisque avec nos invités, on va discuter des tendances dans la Silicon Valley. Ils arrivent de la Silicon Valley, c'est là qu'ils vivent et qu'ils travaillent. Nos deux invités travaillent chez Orange. On se connaît depuis longtemps. Alors, Georges Naon, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Pascal Dienne, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va tout de suite expliquer que vous travaillez au même endroit. Vous nous raconterez votre histoire, vous nous raconterez ce que vous faites. Orange Labs et Orange Fab. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, même si évidemment il y a beaucoup de points communs entre ces deux entités. On va tout vous expliquer. On va aussi, je pense, comprendre que chez Orange, vous mettez le paquet sur l'innovation. Ça, vous le faites depuis des années, mais aussi sur les startups, et c'est peut-être plus nouveau. Pascal, vous qui êtes aussi évangéliste dans la Silicon Valley, c'est vraiment c'est votre passion, c'est votre spécialité, on va dire. Voilà. Et donc, vous allez nous raconter ce que vous faites. Et puis, on va essayer de capter un peu de votre énergie et essayer de comprendre un peu plus encore ce qui est en train d'arriver, quelles sont les révolutions qui nous guettent, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. On va en parler pendant 1 heure avec vous en direct. Alors Pierrick, on peut rappeler que ceux qui nous regardent peuvent communiquer avec nous évidemment. Ben oui. Alors ne venez pas au studio à Boulogne, on vous ouvrira pas la porte parce que là on est en direct, donc il n'y a personne pour ouvrir, tout le monde est occupé. Mais en revanche, vous pouvez nous envoyer des messages sur le fil Twitter, bien sûr, de l'émission Gentech, le / Gentech, Gentech, sur Watch Alors, TV. Le hashtag, voilà. il a un peu évolué parce que le Gentech, on était beaucoup en fait. C'est vrai, c'est Gentech TV. D'ailleurs, c'est marqué. Je pense que c'était un bar en Bavière, si tu veux, qui utilisait Gentech. Prenez-vous en main, c'est marqué là. Posez vos questions à Benjamin, à Pierrick, à nos invités, bien sûr. On vous attend très nombreux. Voilà, et Watch TV aussi, c'est l'autre hashtag pour nous écrire. Évidemment, on répercutera les questions, les messages à nos invités. Avant de commencer avec vous, peut-être que le plus simple, c'est qu'on laisse le mot de l'introduction au grand patron, à Stéphane Richard. C'était à la Mutualité à Paris, c'était au mois de novembre, donc il y a 2 mois. Et voilà comment Stéphane Richard présentait l'une des nouvelles priorités d'Orange. Faire de la place dans tous nos labos aux étudiants, ingénieurs, développeurs, designers et créateurs d'entreprises. Pousser nos murs pour que tous nos sites tournés vers l'innovation dans le monde aient bientôt un espace dédié à l'accueil des entrepreneurs du digital. Voilà la promesse d'ouverture qui permettra d'apporter à ces jeunes entreprises la puissance du groupe Orange, mais aussi d'inoculer l'ADN des startups dans notre culture. Dans le cadre de cette démarche, et fort de notre dimension internationale, nous avons souhaité jouer le rôle d'accélérateur de startups. Nous avons commencé à le faire dans notre implantation de la Silicon Valley avec le programme Orange Fab. Son principe, proposer sur plusieurs mois à de jeunes entreprises sélectionnées avec soin le parrainage des meilleurs entrepreneurs, ingénieurs et designers de la vallée, avec les avis éclairés des managers et des experts Orange du monde entier. Les résultats de cette initiative américaine nous ont tellement enthousiasmés que nous avons décidé de la renouveler avec une 2e promotion américaine d'Orange Fab. Et nous lançons dès aujourd'hui un programme Orange Fab en France. Voilà, 2 promotions d'Orange Fab aux États-Unis, ça arrive en France, ça arrive en Pologne aussi, je crois qu'il y a aussi une antenne en Asie pilotée depuis Tokyo, bref. Israël aussi. Pascal Dienne, alors Orange Fab, on a commencé à comprendre de quoi il s'agit, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Qu'est-ce que vous faites avec ces startups? Donc avec le support de Georges, qui est quand même mon boss, comme on dit aux États-Unis, nous avons eu l'opportunité de créer un programme de 3 mois où les startups sélectionnées, donc on a une période d'application, les startups peuvent postuler, mais pendant 3 mois, une fois qu'elles sont sélectionnées, elles peuvent occuper nos locaux. On leur donne $20 000 en investissement
et on les expose à tout un tas de mentors. Donc c'est un type de programme très commun dans la Silicon Valley. Mais l'avantage de notre programme, c'est qu'on les emmène en France pendant une semaine où elles auront accès à tous les exécutifs d'Orange pour des opportunités de partenariat, distribution, etc. Donc c'est en fait l'idée d'accélérer ces startups dans leur business, dans leur évolution, grâce à des potentiels partenariats et offres avec Orange. Voilà, c'était juste... Alors Pierre, je sais que tu as plein de questions à poser à Pascal. Une, ça va. Une. Alors tu sais quoi, tu vas la garder pour tout à l'heure, hein, parce qu'on parlera d'Orange Fab plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, c'était juste une introduction pour vous donner envie de comprendre de quoi il s'agit. On a aussi sur Watch TV une émission consacrée aux startups, elle s'appelle Uppy. Elle a lieu tous les lundi en direct, un lundi sur deux, pardon, en direct avec Bertrand Lenôtre. Et donc, ça intéresse aussi tous les entrepreneurs qui regardent Watch TV. Donc, j'espère qu'ils vont apprendre des choses grâce à vous. On parle d'Orange Fab tout à l'heure. Et Pierre, on se retrouve nous dans un instant pour aborder le premier gros sujet. Et c'est l'introduction aussi à nos deux invités. C'est d'abord commencer par le début et parler d'Orange Labs. À tout de suite. Voilà, avant Orange Fab, Orange Labs. Alors, on va juste faire en sorte que les choses soient claires. Georges Naon, vous êtes le PDG d'Orange Labs, basé à San Francisco. Voilà. Alors, expliquez-nous ce qu'est Orange Labs et quel est le point de départ de cette aventure. Alors oui, Orange Labs à San Francisco a été créé il y a 14 ans. Donc c'est la première présence de la recherche et développement de ce qui était le groupe France Télécom et qui est devenu Orange, en dehors de France, où traditionnellement, historiquement, il y a toujours eu énormément d'ingénieurs de recherche. Hein. C'est un des plus gros laboratoires publics en France. Et donc l'idée d'aller dans la Silicon Valley à l'époque, c'était de se retrouver au milieu des gens qui avaient créé l'environnement technique Internet, qui n'était pas un environnement bien connu des gens des télécoms. C'était plutôt le monde de l'informatique. Et donc ce centre a été créé pour effectivement être à la source de cette innovation dans cette région absolument unique au monde et qui continue de l'être d'ailleurs aujourd'hui en matière d'innovation. Et nous sommes toujours là aujourd'hui, même si l'activité, avec le temps, a changé du fait de la transformation de nos besoins et de la transformation du marché sur place. Bien sûr. Alors, il y a 14 ans, quand on était en l'an 2000, c'était quand même l'Internet balbutiant. C'était pas l'Internet haut débit comme on connaît aujourd'hui. C'était assez visionnaire d'aller s'installer là-bas. C'était comment la Silicon Valley de l'Internet à l'époque ? Alors à l'époque, effectivement, c'était assez audacieux de la part des ingénieurs d'Orange, France Télécom, mais ça correspond bien à cette idée d'aller à la rencontre de choses nouvelles, curiosité, aller à la source de l'innovation. Et à l'époque, la Silicon Valley, vous aviez des acteurs qui ont pour une partie disparu, comme Silicon Graphics, Sun Microsystems et d'autres. Et d'ailleurs, au-dessus de leur campus, d'autres sociétés se sont installées depuis. On va le rappeler, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ces entreprises-là. On ne se rend pas forcément compte. Il y avait à peine Google d'ailleurs en 2001. Google avait quoi, 3 ans, c'est ça ? C'était plus tard, Google. Hein, plus tard encore, Alors, vous vous êtes installé là-bas ? Oui, je me suis installé il y a une dizaine d'années. Un certain nombre de mes collègues avaient créé déjà le centre depuis quelques années. Et puis avec le temps, nous avons fait évoluer la structure, nous avons recruté sur place et aussi de l'extérieur de la région, de l'extérieur des États-Unis, puisqu'il y a des Européens, des personnes qui viennent d'Asie, d'Inde. Combien vous êtes là aujourd'hui ? Actuellement 55. 55. Alors Orange Labs, parce que j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et de rencontrer Georges là-bas. Bah oui, Pierre, tu te souviens ? Bah oui, ça je me souviens, moi j'étais resté à Paris, voilà, je tenais la boutique, voilà. Allez, je vous dois combien ? 2,50 €, bah tenez, bah oui, Benjamin, bah oui, il est au soleil, la Silicon Valley, je m'en souviens très bien, Benjamin. Très concrètement, on faisait donc cette émission sur Europe 1 et moi j'étais aux États-Unis, toi tu tenais la boutique à Paris en studio et j'étais installé en fait chez Orange Labs, voilà. chez Georges qui avait l'une des rares lignes numéris qu'on pouvait trouver dans la région. Donc très gentiment, Orange Labs m'accueillait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Absolument, oui. Je sais que j'y étais au moins en 2007 puisque c'était le jour de l'annonce de l'iPhone. Exact. Et peut-être même avant. Donc ça fait au moins 7-8 ans qu'on se connaît. Donc on est à South San Francisco, c'est la banlieue sud de San Francisco. On est tout près de l'aéroport.
Et c'est là que vous avez grandi, recruté. Voilà, on y était parce qu'on n'y est plus. Ah, vous y êtes plus. Nous avons déménagé il y a un petit peu moins de 2 ans et nous sommes maintenant dans le centre de San Francisco, pas très loin d'ailleurs du nouvel Eldorado de l'innovation technologique dans la région, puisque une bonne partie des nouvelles startups, y compris d'ailleurs d'un certain nombre d'investisseurs, sociétés de capital risque, business angels, sont maintenant venus dans la partie de San Francisco qui étaient les anciens docks, en fait. Ah, c'est ça. South of Market, en fait. Et nous sommes juste là, maintenant, face à la baie de San Francisco. Ah, vous êtes en ville, vous êtes rapproché. On est là. en ville. Oui, vous avez quitté la banlieue pour la ville, alors. Voilà, alors on est un peu plus loin de l'aéroport, mais on est plus près des centres névralgiques maintenant. C'est d'ailleurs des endroits assez étonnants, hein, que ces anciens docks qui ont été complètement repensés, où tout le monde travaille les uns à côté des autres, en fait. C'est ça, donc finalement ce qui a été gardé de l'esprit des docks, c'est ce qu'ils appellent l'esprit industriel, donc ça a été refait un peu à l'intérieur, mais ce sont de grands espaces avec des plafonds très hauts, avec la tuyauterie, et effectivement ce sont des tables plates, ça ressemble un peu à des salles des newsrooms en fait, hein, où tout le monde se voit, tout le monde travaille. Il faut que j'y retourne, hein, parce que je suis gens plus à jour. Bah, moi j'y suis allé, monsieur. Voilà. D'accord. Avec l'atelier BNP Paribas. Ah bah, d'accord, voilà. qui est pas loin d'ailleurs, Voilà. on est assez proches les uns des autres. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Alors il y a des Orange Labs ailleurs qu'à San Francisco. Hein. Oui, bien sûr. Bah, il y en a déjà beaucoup en France, dans différentes villes de France. Et c'est l'origine historique hein, de la R&D de France Télécom Orange. Il y en a à Tokyo, il y en a à Séoul, il y en a à Pékin, il y a une antenne à Shanghai, et également dans les endroits où nous sommes opérateurs, donc ce qui n'est pas le cas des pays que je mentionnais là, par exemple au Royaume-Uni, en Pologne, où nous sommes opérateurs, il y en a en Espagne, il y en a en Jordanie, il y en a en Égypte, donc un petit peu partout où nous sommes opérateurs et où il y a des besoins spécifiques liés à la nature du marché en matière d'innovation. Donc il y a des choses qu'on fait par exemple en Afrique ou au Moyen-Orient qui sont moins demandées dans le reste du monde, par exemple. Vous voyez ? Alors, puisqu'on raconte l'histoire, la grande et la moins grande et la plus petite, l'origine du nom Orange Labs, est-ce que vous vous souvenez qui a trouvé le nom Orange Labs ? Alors, moi je m'en souviens, mais il y a plusieurs interprétations de l'origine de ce nom. Alors, l'interprétation biblique, donc orthodoxe, c'est donc l'ancien président d'Orange, Didier Lombard, qui l'a en fait inventé dans le cadre d'une rencontre avec Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce même Jean-Pierre Elkabbach, donc deuxième interprétation, revenait d'une visite justement à Orange, à France Télécom R&D à San Francisco, et il m'avait dit c'est bizarre ce nom France Télécom R&D, et j'avais dit oui, c'est vrai que si on devait s'aligner sur l'esprit des États-Unis en matière de R&D, on devrait appeler ça soit Orange Research, soit Orange Labs. Il m'a dit mais c'est formidable, j'en parlerai au président. Voilà. Donc, alors c'est peut-être ça l'histoire, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est le président Lombard de l'époque qui l'a lancé. Voilà. Et alors, on n'a pas forcément conscience, nous, utilisateurs, abonnés Orange, de ce qui sort de vos bureaux, de vos laboratoires. Oui. On va dire, dans la panoplie de services que vous offrez aujourd'hui, qu'est-ce qui est passé par chez vous ? Quels sont les services que vous avez vus naître peut-être dans la Silicon Valley ? Est-ce qu'il y a... Oui, alors en fait, contrairement à C'est de la recherche fondamentale ou vous êtes sur du concret Non, alors c'est pas de la recherche fondamentale comme par exemple chercher une nouvelle molécule, c'est pas ça, pas ce genre de choses. On est dans ce registre-là de la recherche assez proche des centres universitaires comme Stanford ou Berkeley ou d'autres dans la région. Nous sommes impliqués dans un certain nombre de groupes de travail qui définissent les réseaux du futur, par exemple, hein, et qui ont pondu il y a quelque temps de ça la notion de réseau software, en fait, Software Defined Networks, hein, qui est venu en fait d'un groupe de travail à Stanford dans lequel nous étions présents dès le début. Et ce genre de choses sur l'énergie, la façon dont l'énergie est utilisée par les réseaux, etc. Mais l'essentiel de ce que nous faisons, par rapport à d'autres sociétés qui fabriquent des produits, prenons des maisons comme Apple, comme Samsung, ou dans le domaine des applications, des sociétés comme Google ou Facebook, nous, ce que nous faisons, c'est essentiellement améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise, donc avec beaucoup de produits qui vont dans le fonctionnement de notre système d'information, dans les outils que nous avons pour la relation client, par exemple. Donc c'est, comment dirais-je, c'est moins visible de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas qu'on crée un Facebook nous-mêmes ou ce
ce genre de choses, même si beaucoup d'opérateurs ont eu la tentation de faire ça. Non, nous, alors, vous avez également l'accélération, c'est-à-dire le fait que on raccourcit la distance géographique entre les organismes de décision dans le groupe et la réalité de la Silicon Valley, à la fois géographiquement et dans le temps. Ce qui fait que la majorité des décisions qui sont prises dans le groupe aujourd'hui sont très très bien renseignées et ça s'est accéléré dans le temps, c'est-à-dire qu'on regarde toujours du côté de la Silicon Valley et nous sommes un des canaux privilégiés, bien sûr, des décideurs du groupe pour comprendre, décrypter, anticiper ce qui se passe et prendre des décisions pour l'avenir qui sont des décisions, comment dirais-je, opportunes. Parce que les cycles de développement et d'innovation sont devenus maintenant très courts par rapport à ce que les télécoms connaissaient avant, où nous étions sur des rythmes de 10 à 20 ans parfois pour certains développements. Maintenant, c'est 10 à 20 jours Oh, maintenant, ça peut être 10 mois, ça peut être, voire moins pour certaines choses. Disons en moyenne, c'est 1 an. Alors, Pierrick. Vous avez vocation à trouver des pépites qui pourraient intéresser le groupe, notamment pour des acquisitions ou des prises de participation? Oui, alors c'est devenu un axe important de ce qu'on fait maintenant. On l'a toujours fait un peu ça pour essayer de trouver des produits sortant vraiment du cadre religieux orthodoxe des technologies, bon, pour au moins les tester, les évaluer et puis éventuellement les adopter dans notre propre fonctionnement. Mais maintenant, la recherche d'entreprises est devenue intéressante, des pépites justement, c'est devenu un axe important de ce que l'on fait. Et d'ailleurs, le lancement du programme Orange Fab, dont Pascal parlera un peu plus peut-être, répond aussi à ce besoin de multiplier les canaux d'interaction avec le terroir. Parce que le terroir local de la Silicon Valley ou la région de la baie de San Francisco ne connaît pas forcément des entreprises comme Orange, qui ne sont pas américaines, nous ne sommes pas opérateurs aux États-Unis, contrairement à AT&T, Verizon, c'est ce genre de personnes. Donc il n'y a pas, malgré tous les efforts que l'on fait, mais qui payent quand même, les gens ne viennent pas spontanément voir Orange à San Francisco si on n'a pas des passerelles ouvertes avec des portes grandes ouvertes. Et donc c'est ce que nous avons fait avec le programme Orange Fab. Nous avons trouvé quelques très belles entreprises. Alors voilà, Orange Labs, vous commencez à voir un petit peu plus clair. Ce qui m'avait étonné quand j'étais venu vous voir, c'est que vous m'aviez expliqué que finalement vous étiez le seul opérateur à avoir déployé, on va dire, une telle infrastructure dans la Silicon Valley. Alors je crois qu'il y avait un de vos concurrents qui avait une toute petite présence. Je crois qu'il y avait une personne à l'époque. Et ça, on est où là aujourd'hui ? Alors bon, c'est un petit peu, enfin ça n'a pas trop changé du point de vue de la présence des opérateurs non américains. Les Américains sont venus plus fortement maintenant dans la région de la baie de San Francisco, dans la Silicon Valley, notamment AT&T, donc AT&T et Verizon, les deux plus gros. Alors vous parlez des opérateurs américains. Alors eux n'étaient pas non plus massivement présents. Ils le sont maintenant avec des gros labos. C'est incroyable. Enfin, Sprint est là-bas maintenant, surtout depuis qu'ils ont été rachetés par SoftBank, qui est une société japonaise, donc ça les rapproche du Japon, quoi, en étant sur la côte ouest. Vous avez ça, et vous avez un certain nombre d'entreprises asiatiques qui sont venues, les Japonais, les Coréens et les Chinois ont ouvert des centres, et chacun avec une vocation un peu différente. Et les Européens sont aussi un peu là, notamment les Allemands. Mais je pensais, Bouygues Telecom, SFR n'ont pas de présence Oui, dans je connais bien la présence de Bouygues Telecom. Tout le monde est ami, confrère, concurrent là-bas, donc on connaît très bien. Oui, vous voyez régulièrement. Oui. Puis d'ailleurs, on échange pas mal sur des sujets d'intérêt commun, bien sûr. Hein. Bouygues, j'en suis certain. SFR, je ne sais pas. Je crois qu'ils avaient à un moment donné une personne, je ne sais pas. D'accord. Faut leur demander. Pierrick ? Je passe. Et ben voilà. Non, l'idée c'était effectivement de faire une présentation d'Orange Labs, qu'on comprenne un petit peu quel était votre métier, la raison de votre présence dans la Silicon Valley. Une question pour Pascal avant qu'on arrive à Orange Fab. Pascal, qu'est-ce qui vous a fait, comment est-ce que vous êtes-vous entré dans cette aventure et qu'est-ce qui vous a fait rejoindre Orange Labs à San Francisco au départ? En fait, moi, j'ai tout simplement rejoint après mon projet de fin d'études. J'étais en école d'ingénieur française et donc j'ai su que quelqu'un de mon école était déjà à San Francisco. Donc je l'ai contacté, il a envoyé mon CV. Tout simplement, projet de fin d'études et puis embauche. D'accord, donc vous avez quitté la France pour les États-Unis. Ouais. Vous pensiez partir pour combien de temps? 9 mois. Et vous y êtes depuis 12 ans. Voilà. Est-ce que la vie là-bas, est-ce que vous vous êtes totalement adapté? Est-ce que vous imagineriez revenir en France, ou est-ce que vous avez basculé, on va dire, dans la vie à l'américaine et notamment la vie dans la Silicon Valley?
faut jamais dire jamais, mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à la vie là-bas et qu'on est... ça dépend de nos passions, en fait. Et donc, moi, je suis fan d'outdoor, je suis fan Outdoor, c'est l'outdoor, le donc VTT, c'est le ski, le surf, etc. Ouais. Donc, tout est assez proche. On passe de la montagne à la plage en 3 heures. Ouais. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais si on est fan de musées et de bonne bouffe, en général, il faut mieux rester à Paris. Moi, c'est un peu moins le cas, même si on peut très bien manger à San Francisco. C'est un style de vie beaucoup plus relax, beaucoup plus ouvert. Les gens sont très ouverts d'esprit. Vous le sentez quand vous revenez en France que c'est la vieille Europe, quoi, voilà. Hein. C'est du genre, ouais, ça fait 3,50 €. Dépêchez-vous de le boire, il faut qu'on Oui, laisse place. c'est vrai que le service, c'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Le métro, le les gens service, déprimés. Les gens sont plus heureux, on dirait. C'est peut-être une apparence. Hein. Ouais. Enfin, il fait beau et les gens sont très optimistes aussi parce qu'il fait très beau dans cette région. Ouais. Bon. On parlera aussi tout à l'heure du climat. Je ne parle pas du climat météorologique, mais de l'ambiance, on va dire. Vous avez aussi traversé la crise dans la Silicon Valley. Vous nous direz tout à l'heure où ça en est. Et justement, si le sourire est revenu chez ceux qui travaillent dans la vallée. On va faire une toute petite parenthèse. Alors, pas de transition, je vous rassure. On va juste passer en vue de 3-4 infos que j'ai retenues, qui ne sont pas forcément des infos essentielles, mais sur lesquelles je voudrais avoir votre sentiment. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire cet incident dans un cinéma de Columbus, dans l'Ohio, avec un porteur de Google Glass? Oui. Hein, vous avez entendu cette info, Georges? Pour faire court, en gros, un membre du programme Glass Explorer, donc qui a été créé par Google, est allé au cinéma. Il avait ses Google Glass. Alors les Google Glass, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on va voir quelques images pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, ce sont ces lunettes pleines de technologie auxquelles on parle, dotées d'un prisme au-dessus de l'œil droit qui affiche des informations. Voilà, on tape, c'est une surface tactile. Bref, voilà, des lunettes intelligentes. Bref, pour avoir l'air d'une andouille. Voilà. On va aussi demander à Pascal et à Georges si on a l'air d'une andouille aujourd'hui quand on les porte. Apparemment oui. Donc voilà, ce monsieur, sans doute très bien, est allé au cinéma avec ses lunettes et il s'est fait sortir de la salle en pleine séance par un vigile. Apparemment, il a passé un mauvais quart d'heure. On l'a soupçonné d'avoir piraté le film. Ça a duré apparemment 4 heures. C'est monté très haut puisque l'UGC américain, on va dire, donc qui gère les complexes de salles, a dû diffuser un communiqué. Je crois que le service qui gère la lutte contre la piraterie et le piratage des films a aussi émis un communiqué. Je crois qu'il y a eu un droit de réponse dans le Washington Post. Bref. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller au cinéma avec des lunettes, Georges? Je pense qu'avec des lunettes normales qui n'ont pas de caméra intégrée, il y aura pas de problème, je pense. Les glaces, elles enregistrent 30 secondes. Enfin, oui, mais ça pourrait être juste puisqu'elles sont connectées, donc ou connectables si et que tout le monde a un smartphone maintenant. Donc, on peut effectivement retransmettre en live ce qu'on voit à l'écran avec les lunettes, qui sont des caméras portées sur le nez, quoi. Je crois que la durée est limitée et je crois que la batterie ne tiendrait pas le temps d'un film en plus. Hein. Alors, oui, il y a ça, mais bon. Bon, alors maintenant, dites-nous, les Google Glass, ça faisait très chic de les porter il y a quelques mois. Et aujourd'hui ? C'est toujours considéré comme vraiment le signe d'une adoption rapide, de technologie vraiment un peu en rupture, et ça fait très geek, quoi, très branché. Et il y en a quand même pas, tous les passants n'ont pas ça dans les rues de San Francisco. Ça dépend, on les porte peut-être. Et c'est quand même pas non plus un produit à 100 €, hein, c'est quand même sûr. Ça coûte un peu plus cher, et puis il y a quand même eu pénurie dans la fourniture, mais je pense que quand ça deviendra disponible en grande quantité, et puis peut-être un petit peu moins cher que c'est le cas aujourd'hui, pour le consommateur, pour l'utilisateur, on en verra de plus en plus. Probablement que le format va évoluer, parce que c'est vrai que c'est encore un format, mais même si c'est esthétiquement pas si mal fait, hein, c'est assez bien dessiné. Hein. Moi j'attends la version gratuite, tu sais, où on t'enverra des pubs toutes les demi-heures bien sûr. En contrepartie. Alors celles-là seront gratuites. C'est la version gratuite, voilà. Pascal, les Google Glass, pas mon truc, hein. C'est pas cette mode un peu. C'est très très geek, très très techie, et donc pas très. On disait ça des oreillettes Bluetooth aussi. Pas très mode. C'est vrai. Les gens les mettent, hein, et puis enfin. Bon, deuxième sujet de ce mini-journal de Gentech, autre info, cette étude des chercheurs de Princeton qui prédit que Facebook va perdre 80% de ses inscrits d'ici 5 ans. Alors, le déclin de Facebook, on en parle
pas mal chez les jeunes. Est-ce que plus globalement, vous avez l'impression que l'âge d'or de Facebook est derrière nous? Les termes apocalyptiques reviennent régulièrement dans la vallée. Sans arrêt, on parle de la fin de ceci, la fin de cela. Il y a la fin d'Apple aussi, dont on parle pas mal. En ce moment. Oui. Depuis la mort de Steve Jobs. Non, pas immédiatement après. Voilà. C'est venu, parce que les gens trouvent que les produits qui sont sortis depuis sa disparition sont des itérations plutôt que des nouvelles catégories de produits, comme on dit. Ce qui est bon, mais ça ne veut pas dire que la société... Il a fallu 5 ans quand même entre l'iPod et l'iPhone. Donc il faut du temps quand même pour mettre au point des produits. Mais enfin, je veux dire par là, c'est une tendance dans le comportement intellectuel dans la vallée, notamment de dire c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela. Là c'est Princeton quand même. Oui, tout à fait. Oui. Alors, dans ce domaine-là, il y a effectivement des risques qui me semblent plus importants que dans les domaines comme ceux qui ont précédé avec le search, les moteurs de recherche, etc. C'est que là, on est vraiment totalement dépendant du comportement des utilisateurs. Cette chose fonctionne avec les utilisateurs, pour les utilisateurs. Alors, il y a les annonceurs, bien sûr, mais si les utilisateurs ne créent pas cette activité à l'intérieur, c'est pas comme un moteur de recherche où il y a de l'information de toute façon. Et d'ailleurs, au départ, ce n'étaient pas les utilisateurs qui créaient les contenus, c'était fait par des webmasters, ce genre de choses. En attendant, Benjamin, je ne sais pas si tu as vu, mais Sheryl Sandberg, donc la nouvelle directrice générale de Facebook, et qui est un peu l'opérationnel, qui notamment s'occupe de tout l'aspect commercialisation, matérialisation de Facebook, eh bien, est devenue l'une des plus jeunes milliardaires des États-Unis, grâce au succès boursier de Facebook. Et pas de son livre, encore. Non, je plaisante, mais il a sûrement du succès, mais c'est pas ça qui l'a rendu milliardaire. Bon. Pascal, Facebook, est-ce qu'on commence quand même à sentir que... alors en Europe, on parle beaucoup du déclin de Facebook chez les jeunes Américains. Les jeunes trouvent ça ringard, ils sont plutôt sur Instagram ou Snapchat, donc des contenus un peu plus visuels. Moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils y reviennent quand même, parce que c'est là où tout le reste des gens sont, leurs parents, leurs amis, leurs frères et sœurs. Donc, je ne vois pas un déclin trop rapide, même si, bien sûr, on a des vagues de produits à la mode. Je ne vois pas encore la plateforme qui va remplacer Facebook, même si Twitter, ce n'est pas encore ça. On parle beaucoup de Snapchat en ce moment. Oui, je pense c'est le phénomène qui dure 15 jours, comme il y en a plein, non? On parle beaucoup de Snapchat professionnel pour des informations un peu sensibles, comme médicales, bancaires, etc. Je pense que on rappelle, Snapchat, c'est de la très courte durée. C'est de l'éphémère, voilà. Donc, une fois après 10 secondes. Et encore, on ne sait pas. Ça laisse pas de traces. En théorie, ça laisse pas de traces. C'est ça. On peut imaginer tout ce qui peut être fait par des ados de 15 à 17 ans qui veulent s'amuser. En se disant, ça laissera pas de traces. Et faire ce qu'on fait quand on fait un match de rugby et qu'on est à la fenêtre du car. Voilà, bon, il y a un autre réseau social qui laisse des traces, c'est Twitter. Alors, on parlait d'Apple à l'instant. La direction d'Apple est assez avare en tweet, on va dire. Phil Schiller, c'est le numéro 2 d'Apple, c'est le directeur du marketing. Alors, il a lâché un tweet hier pour annoncer que le rapport annuel sur la sécurité de Cisco était sorti. Alors, je me suis dit, tiens, c'est plutôt bizarre. Alors, j'ai cliqué, et en cliquant, on tombe là-dessus. Regardez. Voilà, ça c'est pour télécharger. Et puis la page d'après, il y a un beau graphique. Voilà. 99% des malwares mobiles en 2013 visaient les appareils Android. Voilà, on a compris pourquoi Phil Schiller diffusait ce lien. Voilà, je me souviens plus du nombre de followers de Phil Schiller, mais toute évidence, c'était un tweet intéressé. Et puis, alors je voulais vous montrer une vidéo. Alors c'est une vidéo assez étonnante. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui s'appelle Boogie. Georges? Non, elle n'est pas sur votre iPod, Boogie? Non. Pierrick? Non. Pas mieux. Pourtant, c'est un titre avec un nom en français. Elle chante en partie en français. Ça s'appelle Nouveau Parfum. Alors, en fait, on va le regarder. On va prendre 45 secondes pour regarder ce clip. Je me suis juste permis d'accélérer les 3 minutes en 45 secondes. Parce que vous allez voir, en fait, c'est un clip, c'est un plan unique. Et le visage de Boogie est retouché en temps réel par une série d'effets. Vous allez voir la transformation. Ce n'est que du numérique. Et entre avant et après, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec Photoshop et les logiciels d'effets spéciaux. Regardez Boogie, Nouveau Parfum.
Voilà, avant, après. Hein. Je elle chante, ça sera pas sur mon iPhone. Non, la musique est pas mal. Les paroles sont pas terribles, mais la musique est pas mal. Et elle chante en playback, mais c'est un seul plan unique qui est retouché pendant 3 minutes. Impressionnant, hein. Ah oui, bon, tout à fait. Vous, ça vous étonne pas parce que vous voyez si, ça mais tous les jours. c'est toujours bien, c'est toujours. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est venu photoshopper avant? Je pense que Georges n'est pas photoshopé. Pour le moment, pas en direct. À moins qu'il y ait le besoin, mais moi, a priori, je le ressens pas, mais bon. Bon, vous êtes bien dans GenTech sur Watch TV, ce rendez-vous hebdomadaire, toute l'actu high-tech avec Pierrick Fay. On se retrouve dans un instant après une très courte pause pour parler à nouveau d'Orange, mais cette fois d'Orange Fab avec Pascal Dienne. À tout de suite. Voilà Pascal Dienne qui est avec nous. Il faut boire, vous avez raison. C'était la plume. Parce que vous adorez nos mugs, c'est pour ça. Exactement. Je m'en doutais. Pascal Dienne, donc vous êtes la head Orange Fab. Comment on traduit head en français? À la tête. La tête, voilà. La responsable. La responsable. Voilà, la responsable d'Orange Fab. Alors, on a vu ce qu'était Orange Labs. Expliquez-nous ce qu'est Orange Fab au sein d'Orange. Voilà, donc c'est une initiative qui a démarré en mars 2013, qui en fait s'aligne sur tout un tas de programmes qui existent dans la Silicon Valley, qu'on appelle des écoles de start-up, commencées par ce qu'on appelle des angels, des investisseurs à hauteur de $1 million, qui misaient sur des start-up, des jeunes talents de la Silicon Valley, qui misaient sur eux suite à un PowerPoint, donc une présentation en disant « je crois en vous, j'aime votre équipe, je mets 25 000 et pendant 3 mois je vous aide, je vous présente à des gens, des investisseurs, des mentors et au bout de 3 mois on fait un démo day ». Donc ça veut dire un peu l'inauguration ou la phase terminale du programme où tous les investisseurs viennent et dans certains cas, les investisseurs investissent 1, 2, 3 millions et le produit... Remettre de l'argent. Donc. Remettre de l'argent et le produit explose en utilisateurs, en succès. Et du coup, les boîtes, la première personne qui a misé récupère au quintuple ou x10 leur mise. Donc ça, c'était l'idée des incubateurs qui, pour les mentionner les plus prestigieux, Y Combinator, 500 Startups. Et donc, ce genre de modèle s'est développé de plus en plus. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus de 200 ou 300 aux États-Unis. Donc, vous observiez ça? On observait ça. En vous disant... Comment est-ce que nous, on peut en profiter? Oui. Et donc, depuis très peu, en fait, le modèle des incubateurs pour corporations avait démarré. Et donc, on a très vite décidé de se caler sur ce modèle et de faire profiter de cette innovation de la Silicon Valley pour Orange. Et donc l'idée d'Orange Fab est de ramener l'innovation de la Silicon Valley pour les produits d'Orange et ses services autour du monde, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Égypte, etc. Alors, si j'ai bien compris, vous ne prenez pas les projets au tout début, mais il y a déjà un peu d'existence, c'est ça? Ouais, donc une différenciation de notre programme par rapport au Y Combinator, c'est que nous, on mise sur du produit fini, du produit qui a déjà été lancé dans la plupart des cas. Donc, on essaye de dérisquer, on enlève le risque en misant sur des boîtes qui ont déjà un peu de traction, comme on dit, des utilisateurs, des validations du marché. Et donc, on veut accélérer ce succès. Ouais. Donc, on mise sur des startups qui ont déjà bien réussi. Il y a déjà eu un amorçage. Voilà, elles n'ont pas besoin d'Orange pour survivre. C'est l'idée. Vous êtes un peu un accélérateur de développement avec de nouveaux marchés, si je comprends bien. Vous avez un autre titre que Aide, c'est évangélisateur, c'est vous êtes évangéliste. Évangéliste. Ouais. Alors, ce terme est très religieux pour moi, Absolument. surtout aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ma position. Donc, avant Orange Fab était de créer la promotion de la marque dans la vallée. Comme on l'a dit, Orange n'est pas opérateur aux États-Unis. Donc, les gens qui n'ont pas voyagé à l'étranger ou en Europe ne connaissent pas Orange. Donc, mon rôle était de créer la liaison entre l'écosystème et Orange et de faire en sorte que les leaders d'opinion, les blogueurs, les entrepreneurs connaissent notre présence pour des questions d'acquisition, des questions de crédibilité, des partenariats, bizdev en général. Il n'y avait pas vraiment de terme pour qualifier ce que je faisais. Et en fait, on a copié un terme créé par Guy Kawasaki qui travaillait à Apple et qui faisait la promotion des produits Apple. Et il avait utilisé le terme évangéliste. Et alors, quand vous allez voir ces entreprises, le fait d'être d'appartenir à l'État français pour une partie du capital, est-ce que cette image aussi État français, ça les rassure ou au contraire, ils se disent pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à nous dans la Silicon Valley?
Non, je pense que les Américains sont très, très business. Donc, quand on parle d'Orange et qu'on parle de millions d'utilisateurs mobiles, qu'on parle de distribution dans 32 pays, ça les fait rêver plus que est-ce que le gouvernement a un pied dans la boîte. Ils ne se posent pas ce genre de questions. Non, puis en plus, c'est pas, si je peux me permettre, c'est pas familier du tout, parce qu'aux États-Unis, les opérateurs télécoms n'ont pas de participation du tout de l'État américain dans leur fonctionnement. Nous, on a 27%, et on est content, on est très content d'avoir l'État avec nous. Mais ce que les gens de la Silicon Valley voient dans Orange, pour ceux qui voyagent en Europe, c'était l'Orange du début qui était au UK, au Royaume-Uni, et maintenant ils savent très bien que c'est une marque basée en France et avec un reach mondial, enfin une couverture mondiale. Et donc ce qui les intéresse, et donc pour rebondir sur ce que disait Pascal sur le programme Orange Fab, nous cherchons en fait des sociétés innovantes, des startups qui ont des produits dans notre secteur, c'est-à-dire des produits, d'une certaine manière, c'est elles qui aident plus Orange qu'Orange aide ces startups, d'une certaine manière. Et donc de ce point de vue-là, on se différencie aussi des accélérateurs généralistes qui cherchent à investir dans des sociétés prometteuses, y compris dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le nôtre, par exemple, je sais pas, le marketing électronique, même si ça nous intéresse aussi, vous voyez. Donc nous, on cherche vraiment des gens qui vont changer le monde, le nôtre, qui étaient dans le passé dans les écoles de management et de business, qui sont progressivement remplacés, pour ce qui nous concerne, par les incubateurs et les accélérateurs, parce que dès qu'il y a du software à l'intérieur de ces projets, eh bien, tout le monde y a accès, tout le monde code aujourd'hui, tous les gens qui veulent faire du business dans la région sont tous des codeurs. Ça veut dire que, en fait, certaines de ces boîtes, c'est pas qu'elles pourraient se passer de vous, mais vous êtes juste un plus, en fait, c'est ça? Alors moi j'aime bien dire, et Pascal me suit bien là-dessus, je suis bien content, c'est qu'en fait, nous choisissons des sociétés qui vont grandir sans Orange, et qui ont prévu de le faire, et qui sont convaincus qu'elles vont prendre de l'envergure sans nous. Pas parce que nous sommes toxiques, mais parce que le risque des modèles plus traditionnels d'aide aux startups, c'est que les startups peuvent vite se transformer en sous-traitants, en PME, et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Nous, notre intérêt, c'est de participer comment dirais-je, au passage à l'échelle, en fait, de ces entreprises, dans les plans qu'elles avaient élaborés avant de nous connaître. Donc il faut qu'elles aient fait une analyse du marché, des besoins, qu'elles aient déjà souvent, ça a été le cas dans plusieurs startups de la première promotion, elles avaient déjà des contacts de distribution avec certains de nos concurrents, voire confrères, et donc c'est important. Donc elles doivent continuer à exister sans nous, y compris si à la fin d'un programme, d'une promotion, on décide de reprendre nos $20 000 parce qu'on n'a pas trouvé comment faire affaire avec, on reste bons amis et puis on se retrouvera peut-être un jour. Alors, je crois que le succès a dépassé vos attentes. Vous tabliez sur combien de dossiers pour la première promotion? Une vingtaine. Et vous en avez eu combien? 120, ouais. D'accord. Et vous en avez choisi? 6. Voilà. Alors, on va découvrir ces 6 lauréats, on va dire. C'est Stéphane Richard qui les a mis en scène lors du show Hello. Voilà, on en regarde quelques secondes. Hi, I'm Jonathan Gostin, Vice President of Marketing and Products for Aleph Cloud. We make highly secure encryption solutions for the cloud. We worked with Orange in 2 ways. First, they provided valuable access to the broader Orange community. And second, they helped us test the initial iterations of the product to ensure that it met the standards we expect when we roll our product out to the cloud. Hello, my name is Brian Warshawski. My name is Mike Lynn. And I'm Peter Glenn. And we are Phoenix International, the next generation utilities company bringing access to energy to over 1.3 billion people who live without power around the world. We designed the ReadySet, a small solar battery system to enable small entrepreneurs in their communities to provide electricity for charging cell phones. And we're working with Orange to explore ways to power their cell phone subscribers in West Africa. My name is Tiago and I'm the CEO and co-founder of TalkDesk.
TalkDesk provides call center software for companies like Dropbox. Voilà, donc il y a quelques-uns des visages d'Orange Fab. C'est vrai que la mise en scène nous rappelle autre chose. Oui, les sketchs TV d'Elie Boom il y a une quinzaine d'années, c'est à peu près ça. Enfin bon, je sais. Moi, physiquement, j'ai pas retrouvé les mêmes non, physiques. Non, pas tout à fait. Non. Il y en a certains, ça ressemblait un peu aux photos des années 70 du lancement de Microsoft. Absolument. Ils sont très modernes, hein. Voilà. Ce sont des jeunes très modernes. Donc, six sociétés. C'était quand cette première promotion? De mai-juin Il y a 6 à mois. août-septembre. Il y a 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois alors depuis? Plein de choses. Donc en fait, suite à mon activité d'évangéliste, j'avais un gros réseau dans la Silicon Valley, puis le réseau d'Orange en général, qu'on a utilisé pour mettre en place tout un tas de sessions de mentoring avec des leaders d'opinion et des experts de la vallée. Et tout un tas de VC. Donc on a eu... les VC, c'est les investisseurs. Les investisseurs, venture capitalistes, voilà, les capital risqueurs. Et donc l'idée, c'est que tous ces gens, quand ils ont entendu parler d'Orange Fab, puisque Stéphane Richard est venu à l'inauguration en mai, nous ont contactés. Ça a augmenté la visibilité des startups. Certaines startups ont été qualifiées à la finale de Orange TechCrunch Disrupt, la grande conférence de TechCrunch annuelle. Donc on a eu énormément de visibilité dans tous les sens du terme. On a eu la chance de faire notre visite en France et à accéder à tous les execs d'Orange. Donc en fait, on a eu cette grande visibilité et Stéphane Richard, ça lui a donné comme un déclic d'étendre cette activité d'Orange Fab dans d'autres pays. Et on a eu aussi la chance de voir nos startups grandir, et dont une qui s'appelle SolIQ qui est allée très très loin. Donc des distributions. Donc ils sont partis d'un petit prototype pour regarder la qualité des sols au Kenya. Ils ont fait un pivot, comme on dit dans la Silicon Valley. Ils se sont orientés sur le marché européen et US. Ils ont travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Yves Béard, qui est un grand gourou du design dans la Silicon Valley. Et ont commencé à faire du développement sur des chaînes de développement en Chine. Et ont maintenant un prototype dur. Et ils sont en train de développer avec un contrat exclusif avec Office Depot, qui est l'équivalent de Leroy Merlin ou Home Depot. Ou donc une promesse de distribution. Donc ils y font là au niveau de la masse de la promesse d'achat est très grande. Génial. Et alors, donc, on le disait tout à l'heure, Orange Fab arrive en France. Ouais. Concrètement, ça en est où? C'est pour quand? Ça a été lancé, donc les applications ont fermé. Les candidatures ont... C'est l'anglais, ça. Hein. On dit applications en anglais. C'est candidature. Les candidatures ont fermé mi-janvier, donc là on est en période de choix des startups. Vous êtes en plein dedans, là? En plein dedans. Dans les dossiers? Exactement. Il y en a combien? Je ne sais, je m'occupe pas d'Orange Fab France, je pense qu'il y en a 150, il me semble, si c'est pas confidentiel. C'est bien 150. C'est très bien. Oui. Moi j'ai compris que c'était comparable à notre première promotion, voire plus. Donc l'ordre de grandeur, c'est 100 plus en tous les cas. D'accord. Je m'attendais à moins. Enfin, non 120 dans la Silicon Valley, 150 en France. Oui, c'est vrai que si c'est 150, enfin je sais que c'est au-dessus de 100. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant, très bien. Mais il y a beaucoup d'intérêt en France. Pas tant que ça, étant donné la puissance des écoles d'ingénieurs, des écoles de communication en France, et avec beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, et quand on voit la montée en puissance du nombre d'incubateurs, et puis d'endroits, notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, où on essaie de trouver de nouvelles applications et de se développer dans ce secteur-là, ça ne me surprend pas tant que ça. Et là, le calendrier, c'est grosso modo? Oui, donc en fait, elle devrait commencer le programme en soi de 3 mois en février, avec à la fin des 3 mois une visite de 2 semaines chez nous dans la Silicon Valley avec accès à nos startups. Là, c'est le contraire, c'est les Français qui viennent. Oui, c'est très important. Ça veut dire que le choix va être fait de manière imminente. Hein. Absolument. Ouais, c'est en cours. Ça va être annoncé dans peu de temps. Ouais, ils sont une question de jours, quoi. Je pense. Ouais, sans doute. Oui. Bon, on va suivre ça de très près. Peut-être qu'on pourra aller refaire un point quand vous serez rentrés avec vous. Oui, avec plaisir. On fait beaucoup de liaisons duplex, donc on pourra peut-être faire le point ou les suivre quand ils seront chez vous, ce sera avec plaisir. Il y a même une structure qui a été mise en place côté corporate en France pour, entre guillemets, piloter tous les Orange Fab, parce qu'il y en aura d'autres. Il y a de plus en plus de pays Orange qui veulent faire des Orange Fab. Et donc c'est Nathalie Boulanger, ma collègue, qui dirige, que tu connais, qui dirige ce programme. Formidable. On va suivre ça de très près et on leur souhaite bonne chance à ces entrepreneurs français qui vont peut-être tenter l'aventure dans la Silicon Valley. On revient à vous dans quelques instants. Peut-être que vous jouez aux jeux vidéo, peut-être que ça fait partie des startups que vous suivez.
On regarde ça aussi, oui, absolument. Pierrick, on va quand même faire notre petite partie sur les jeux vidéo parce que moi j'y tiens autant que toi. On a le temps, t'inquiète pas, on va s'arranger. On a 5 minutes de retard, mais on va les rattraper, t'inquiète pas. On a qu'à déborder, t'as raison. D'autant que je veux pas te laisser face à un dilemme, moi. Voilà, t'as raison, parce que dans la vie, tu sais, Benjamin, faut choisir. Hein. On dit souvent fromage ou dessert, PSG ou Marseille, la Silicon Valley ou Paris. Voilà, des choix difficiles dans la vie. Broncos ou 49ers, il dirait. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Là, on avait un choix difficile, PS4 ou Xbox One, tu le sais, en fin d'année avec la sortie de ces deux consoles. Les machines se ressemblent assez dans leur proposition aux gamers avec toutes les deux des jeux, on va dire, de qualité moyenne et pas beaucoup de jeux encore. Donc mais ça n'a pas empêché les gens d'acheter massivement ces machines. Alors, on vient d'avoir les chiffres pour la France. Alors la PS4, 240 000 vendus, rien que pour la France. Et 126 000 pour Xbox One, donc avantage. Deux fois moins. Ouais, avantage pour l'instant à PS4 et les chiffres au niveau monde. Au moment où Microsoft annonçait 3 millions de consoles, Sony répliquait quasiment le lendemain avec un chiffre de 4,2 millions de consoles. C'est vraiment un succès historique pour ces deux groupes et j'ai envie de dire tant mieux, car plus ils en vendront et plus ils auront envie de faire peut-être de très bons jeux. Bah oui, personne n'a forcément envie de dépenser 20 millions de dollars pour un jeu disponible sur 300 consoles, ce qui paraît assez évident à dire. Alors tout est affaire de choix, je disais. Microsoft a choisi par exemple de faire de Forza Motorsport le fer de lance du lancement de la Xbox One, et Sony, figure-toi, a choisi de lancer son Gran Turismo 6 sur la PS3 et non sur la PS4. Alors c'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien savoir ce que va donner sur vraiment les next-gen, quand on connaît le soin des Japonais de Polyphony, la façon dont ils peaufinent leur circuit, leur voiture, c'est qu'ils vont jusqu'à prendre des photos et compter les brins d'herbe. Et là, Benjamin, tu te dis, chouette, Pierrick va nous faire le match. Alors tu te le dis, ça, peut-être, tu vas nous faire le match? Chouette, voilà. Pierrick va nous faire le match. Ah, ça, c'était difficile. Hein. Non, pas de match. À défaut d'avoir pu tester Forza, je n'ai pu user mon postérieur que pour Gran Turismo 6. Pourquoi il est jamais venu. Franchement, il n'est pas sortable. Voilà, il y a déjà assez à faire avec Gran Turismo, tant ce jeu est complet, mais aussi difficile, il faut le savoir, le temps qu'on progresse. Alors, on va voir ça en vidéo. GT6, c'est un mode carrière incroyable avec des dizaines d'épreuves, des permis à passer, des courses à gogo, des défis où il faut renverser des plots. Ne manque plus qu'un parcours dans Paris et à scooter et ce sera le stop. Au début, on démarre tranquillement en volant d'une voiture un peu pépère. Ça, c'est une vidéo, ça. C'est pas du jeu vidéo, ça. Là, c'est le trailer, mais en termes d'image, c'est la qualité. Hein. C'est le graphisme. Alors là, on n'est pas encore, on est toujours sur de la PS3, mais c'est ce niveau de graphisme. Alors c'est vrai que là, on a l'impression que c'est très rapide. Quand on démarre avec des premières voitures, on n'est pas dans un jeu d'arcade, donc c'est un peu plus lent. Il faut la Dodge de 1946, elle va aller moins vite qu'une Ferrari F40, il faut le savoir. Alors une aberration quand même, mais là aussi c'est voulu par les développeurs et sans doute aussi par les fabricants de ces belles voitures, c'est que pas question de toucher à la carrosserie. Vous pouvez vous prendre un mur en face, on a l'impression que la caisse sort directement du garage. Les puristes le regretteront peut-être, d'autant que ça pousse le joueur impatient à toucher un petit peu pour passer. Tu sais, enfin moi je faisais comme ça. GT6, c'est donc des centaines de voitures de marques différentes, des japonaises, des américaines incroyables. On remonte aux années 60-70, là il y en a une très très belle, et qu'il faudra débloquer au fur et à mesure. 40 tracés comme le Silverstone, le Nürburgring. Et le tout remarquablement et sublimement retranscrit à l'écran, Benjamin, avec des graphismes. Tu peux voir sur PS3 et la PS3 on est encore dans le ventre et notamment quand tu sors d'un virage avec le soleil dans les yeux, la sortie d'une chicane, bonne chance. La force de GT6, et je vois qu'on va terminer, c'est ça Benjamin, ce que j'ai l'air de dire, c'est le rendu physique des voitures. Chaque voiture ronronne à sa manière et chaque voiture réagit différemment. Un coup de volant ou un coup de frein, c'est pas du tout la même physique et la même réaction, c'est assez incroyable. Il faudra d'ailleurs passer des permis au fur et à mesure que les voitures gagnent en puissance. Et en plus, il n'y a pas de radar, ça c'est bien. C'est tellement bon qu'après quelques heures au volant d'une Ford Camaro, j'ai décidé d'annuler la commande que tu avais passée pour moi à Las Vegas. Donc, on peut s'arranger. Voilà. Allez, si on doit noter un petit défaut, péché véniel, Benjamin, les temps de téléchargement sont un petit peu longs. Alors là, c'est vraiment parce que je suis de mauvaise humeur. Bon, t'as peut-être pas la fibre.
La fibre. Optique. Optique. Non, j'ai qu'à 2000 pour C'est faire ça. optique, rester dans le 2000, voilà. Merci Pierrick pour ces jeux vidéo. On y reviendra évidemment plus longuement la semaine prochaine. Et puis évidemment à quoi tu joues. J'espère que vous étiez au rendez-vous avec Bruce Granek. Tout à l'heure, l'émission est en replay évidemment dès les prochaines heures sur Watch TV. Allez, on marque une toute petite pause et puis on aborde la dernière partie avec nos invités Pascal Dienne et Georges Naon, Orange Fab et Orange Labs. À tout de suite. Bon, on parlait de software tout à l'heure, Georges. Oui. Et moi, au CES, tout le monde m'a dit « Ah non, le software, ouais, mais maintenant, on veut du hardware. Oui. » C'est vrai ? C'est vrai, c'est une tendance très claire en ce moment dans le... Alors en français, ça veut dire on veut des objets, en fait. On veut les deux, c'est-à-dire on veut le modèle est un modèle qui est hérité du succès d'Apple, qui a combiné de façon extrêmement efficace la maîtrise du software et la maîtrise du hardware. Donc Google est allé dans la même direction avec des acquisitions assez incroyables. On connaît la dernière qui est Nest. Nest, en fait, absolument. Donc pareil qu'on parle que de ça ces jours-ci dans la Silicon Valley. On parle beaucoup de ça parce que effectivement, Google a acheté aussi pas mal de sociétés de robotique de la côte est des États-Unis. Bon, ils ont leur laptop, ils ont leur Chromebook, ils ont l'appareil qui permet de synchroniser le téléviseur avec une tablette, un téléphone. Donc ils sont rentrés vraiment dans cette combinaison entre le hardware informatique et puis qui intègre des capteurs et le software, et j'ajouterais les données, parce que c'est quand même ce qu'il y a derrière tous ces appareils que l'on voit maintenant, c'est la production de données qui sont analysables et qui en retour donnent à l'utilisateur toute une série de conseils, d'orientation, ce genre de choses. On va dire un mot de ce big data et de cette open data dans un instant. Je voudrais quand même vous montrer un petit satisfait site maison. Au CES, on a produit des programmes courts qui s'appellent la Minute CES. Et je voudrais vous montrer l'un de ces programmes courts consacrés justement à ces objets connectés qui ont eu tellement de succès. Et c'est évidemment à Fitbit que je pense, Fitbit avec ses bracelets. On retrouve Samy Toupet. La Minute CES, depuis Las Vegas, Samy Toupet. Salut à tous, bienvenue dans la Minute CES sur Watch TV. Comme vous voyez, je suis en plein exercice sur le stand de Fitbit en compagnie de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Watch. Alors Benoît, on te connaît très bien sur l'antenne de Watch parce que tu présentes une émission sur l'antenne de Watch TV, mais tu es également en charge du marketing de la marque Fitbit sur l'ensemble de l'Europe. On est aujourd'hui sur le CES avec plusieurs annonces. Tout d'abord des annonces concernant le produit qu'on connaît déjà, le Fitbit Flex. Oui, exactement. Donc le Fitbit Flex, on rajoute des couleurs à ce produit qui est maintenant disponible en Europe et on y rajoute un pack couleur. Donc vous pouvez changer le bracelet, simplement le bracelet, et ça sera disponible en début d'année, premier trimestre. Deuxième produit, et ça c'est une nouveauté, c'est le Fitbit Force qui est un petit peu plus grand, mais qui intègre également un affichage OLED. Voilà, donc la même philosophie, suivre vos statistiques de santé et de bien-être, donc suivre le nombre de pas que vous avez effectués dans la journée, la distance, les calories brûlées, mais aussi on y rajoute les escaliers, donc les étages montés, et puis enfin les calories brûlées, la qualité du sommeil, le tout visible sur un écran pendant la journée. Oui, donc on peut en fait avoir toutes les informations qui étaient auparavant sur l'application via l'écran du Fitbit Force. D'un point de vue disponibilité, ça sera disponible au courant du premier trimestre. Aux États-Unis, plutôt vers la fin du premier trimestre d'ailleurs, aux États-Unis, il sera en vente au prix de $129. On ne connaît pas encore le prix en Europe. Rendez-vous dans 1 heure pour une nouvelle Minute CES. Tu me vois venir, hein. Mais je comprends maintenant pourquoi Samy il a le physique d'un sprinter colombien. C'est genre, monsieur, je fais du sport pendant que je bosse. Non, c'est bien. Hein. Belle allure. Hein. Pendant que tu faisais attention au tapis roulant, t'as pas fait attention à ce géant qui était derrière lui. T'as pas vu ? Ah non, j'ai tu vois, mais c'est c'est le rose. Le rose, moi, ça me fait l'effet d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. Alors tu iras sur watch.tv et dans le replay de la Minute CES, tu reconnaîtras Shaquille O'Neal au deuxième plan derrière Samy. Voilà.
Donc il y a ceux qui savent. Voilà. Il est là. Voilà. Ouais. Merci à Engie, à Philou, d'ailleurs qu'on embrasse et qui ont fait un super boulot avec nous à Vegas. Voilà. Donc Fitbit, c'est l'une de ces marques qui connaît un succès énorme grâce à ces objets connectés. Vous en avez un sur vous, de bracelet connecté? Moi j'en ai, mais je ne l'ai pas mis ce soir. Vous en avez un? Mais j'ai le premier qu'ils avaient sorti qui s'accroche à la ceinture. D'accord, vous n'avez pas encore celui avec l'écran donc? Non, mais je l'aurai sûrement. Voilà. Parce qu'il est plus pratique que le premier. Oui. Pascal? Je l'avais, mais je l'ai perdu. Ça c'est le problème, ça c'est le problème du hardware. Vous l'avez perdu? Comment on peut perdre un bracelet Moi j'avais les premières générations de Fitbit, qui s'accrochaient. Voilà. Benjamin, moi j'ai offert à ma fille pour son anniversaire un iPod Nano sur lequel j'ai découvert ça hier soir. Il y a une application, compter le nombre de pas pour maigrir, etc. C'est pour savoir combien on a perdu de calories. Ça vous dit quelque chose apparemment? Si, ça vous dit quelque chose pour la... Allez-y Pascal. Une des startups de la deuxième saison, donc on est ici pour présenter les startups de la deuxième saison aux exécutifs d'Orange, donc on est à Paris, et l'une des startups de cette deuxième saison s'appelle Chronos, CHRONOS, et elle vous suit toute la journée, compte le nombre de pas, sans hardware, juste l'iPhone. C'est quand vous dormez, parce que quand on dort, le téléphone c'est la dernière chose qu'on touche, la première chose qu'on touche en se réveillant. C'est où on est allé, mais c'est privé, les datas ne nous regardent que nous. Ils sont capables de dire combien de temps on passe au travail, à la maison, au sport, avec ses amis. Et donc c'est une façon de nous aider à mieux gérer notre temps. C'est l'une de celles qui concourt en ce moment? Oui. Pas mal, voilà une petite info dans Gentech. Télécharger. Non, c'est un vrai phénomène. Il n'y a évidemment pas que Fitbit, il y a Jawbone, il y a plusieurs marques. Nike, bien sûr, absolument. Il y a Weezings aussi, le français. Oui. Ça nous amène justement à ce sujet des données, du big data, de l'open data. Toutes ces données finalement qu'on va fabriquer nous-mêmes, qui vont être récupérées par qui, pourquoi, comment, à des fins positives ou pas. Comment est-ce que vous voyez les choses? À mon avis, il y a lieu d'être très optimiste parce que ça permet de faire des choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. C'est-à-dire, à disposer de données qui sont produites par des appareils qui n'existaient pas auparavant et qui montrent ce que font les gens, leurs goûts, leurs habitudes, et qui montrent ça également, bien sûr, aux intéressés eux-mêmes. Mais surtout, on peut comparer avec d'autres personnes ou groupes de personnes qui sont analogues ou similaires à vos habitudes. Il paraît que ça modifie vraiment le comportement des gens qui ont ces bracelets, par exemple. Oui, en matière par exemple, d'efforts physiques, d'exercice, de diète alimentaire, ce genre de choses. C'est vrai que mais c'est comme le sommeil d'ailleurs. Ça vaut le meilleur régime, c'est ça? Voilà. Ça fait prendre conscience puisque tout est mesuré. Parce que mon anniversaire c'est bientôt. Je sens que tu viens de donner une idée à ma femme. Quelque chose me dit que tu viens de donner une idée à ma femme, je ne sais pas. Un beau petit cadeau. Si j'en avais besoin. Voilà, donc ce sera évidemment sans doute l'un des sujets de l'année 2014, ces objets connectés. Voilà, je voulais vous montrer le ballon de basket connecté et la cocotte Minute Seb connectée. Elle était aussi au CES. Si vous voulez les voir, elles sont en replay sur Watch TV, la Minute CES. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal Dienne et Georges Naon. C'était un plaisir de vous accueillir pour une fois chez nous. Oui, c'est vrai. En attendant, Pierrick, peut-être un jour qu'on aille faire un tour ensemble dans la vallée. Venez nous voir à Orange à San Francisco. Depuis 2010, on n'y a pas mis les pieds ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Depuis l'iPad, effectivement, il n'y a pas Business Center. Oui, il y a Babona Center. For the Arts, si on veut être complet. Voilà. Merci de nous avoir invités. Merci à vous de vous être libérés pour passer cette heure en direct avec nous. Merci à Philippe Leroux, Angélique Abadi qui étaient avec nous aussi. Et puis nous, on vous donne rendez-vous avec Pierrick dans Gentech. Mardi prochain, 22h en direct. Très bonne soirée et très bonne journée sur Watch TV, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Salut à tous.